Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie exceptionnelle pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre les autres, pour mieux comprendre la société humaine. Il s'agit de la théorie des mèmes. Je donnerai quelques explications pour l'instant. Je vais vous donner des exemples. N'avez-vous jamais remarqué que les gens d'une région ont le même accent? N'avez-vous jamais remarqué parfois des postures, des attitudes se retrouvent dans tous les membres d'un groupe, ou dans une même région, ou dans une même école? Comment expliquer ces phénomènes? Eh bien oui, nous nous imitons inconsciemment les uns les autres. Et nous imitons particulièrement nos parents, mais aussi ceux qui occupent une position quasi parentale, et ceux, bien entendu, que nous admirons. Ça, c'est un fait bien connu. Mais est-il pourtant crédible que l'imitation puisse devenir la base d'une théorie majeure de l'évolution de l'esprit humain? L'imitation serait-elle la clé pour comprendre ce qui distinguait nos ancêtres de tous les autres animaux? C'est grâce à l'imitation qu'un enfant apprend une langue particulière plutôt qu'une autre. C'est à cause de cette langue que les gens parlent davantage comme leurs parents que comme les parents d'autres personnes. C'est grâce à elle qu'existent des accents régionaux et sur une plus grande échelle temporelle des langues différentes. Et l'imitation fait que les religions persistent à travers un lignage familial, plutôt que d'être choisies à nouveau à chaque génération. Eh bien, il y a un terme qui a été inventé par Richard Dawkins en 1976. Il s'agit du mot mème. C'est l'analogue du gène. Donc un mème, c'est un élément de culture dont on peut considérer qu'il se transmet par des moyens non génétiques, en particulier par l'imitation. Et oui, donc les mèmes voyagent de manière longitudinale à travers les générations, de père en fils, de grand-père en petit-fils, mais ils voyagent aussi horizontalement, comme les virus dans une épidémie. Et oui, prenez l'exemple des attitudes ou des jeux qui se propagent dans une école. Un enfant propose un nouveau jeu et c'est toute la cour qui joue. Alors il y a souvent les effets aussi, quelqu'un arrive avec une cocotte en papier et puis tout le monde veut faire des cocottes en papier. Mais nous voyons que des fois, des choses ne se transmettent pas avec fidélité par l'imitation. Qu'est-ce qui fait que certaines choses restent fidèles et d'autres s'en éloignent? Eh bien, prenons un exemple. Supposons que nous mettons en rangée une vingtaine d'enfants. Au premier enfant, on montre une image, par exemple celle d'une jonque chinoise, et on lui demande de la dessiner. Ensuite, on montre le dessin, mais non pas l'image originale, au deuxième enfant, qui lui aussi doit en faire un dessin. On montre le dessin du deuxième enfant au troisième, qui le dessine à nouveau, et ainsi la série continue jusqu'au 20e enfant. Bon, vous savez très bien qu'à la fin, on va avoir un résultat stupéfiant. Le dessin n'aura rien à voir avec l'original. Sans doute, si on mettait côte à côte les dessins dans l'ordre, on remarquerait une certaine ressemblance entre chaque dessin et celui qui l'avait précédé. Mais le taux de transformation, de mutation, serait tellement élevé qu'après quelques générations, il détruirait toute ressemblance. En marchant d'un bout de la série à l'autre, on reconnaîtra une tendance. Et la pente de cette tendance sera la dégénérescence. Dans ce cas-là, dans cet exemple, on ne peut pas parler de mème. Le mème, je vous le précise, je vous le rappelle, ce doit être l'analogue du gène. Et le gène, qu'est-ce qu'il caractérise? C'est sa fidélité à transmettre une information. Le gène réplique une information avec une très forte fidélité. Maintenant, je vais vous donner un exemple qui vous fera comprendre ce que peut être un mème. Alors, supposons que nous mettons à nouveau en place le jeu du téléphone. Mais cette fois-ci avec une différence capitale. Au lieu de demander au premier enfant de copier un dessin de jonque, on lui apprend, par une démonstration, à fabriquer un modèle origami de la jonque.
Une fois qu'il a maîtrisé la technique et fabriqué sa première jonque, on lui demande de se tourner vers le second enfant et de lui apprendre comment en fabriquer une. Ainsi, la technique sera transmise à travers la rangée jusqu'au 20e enfant. Et alors, quel sera le résultat de cette expérience? Que produira le 20e enfant? Et qu'allons-nous observer si on met côte à côte les 20 réalisations dans l'ordre? Je ne sais pas si cette expérience on l'a faite, mais il y a plusieurs expériences similaires, et d'ailleurs on le voit dans les cours de récréation ou dans les écoles. Un enfant, quelque part dans la rangée, peut avoir oublié une étape cruciale de la technique que lui avait apprise l'enfant précédent. L'erreur est possible. Alors bien sûr, un enfant peut oublier de transmettre un élément, ou un enfant peut mal comprendre ce qu'on lui a transmis. Mais en règle générale, si on reproduit ce jeu plusieurs fois, entre le premier enfant et le dernier enfant, la connaissance sera transmise, parce qu'il y aura eu des étapes. Alors bien entendu, chaque origami ne sera pas parfait. Il y en a certains qui seront plus moches que d'autres, mais peut-être que le 20e sera plus joli que tous les précédents. Et là, nous avons l'exemple d'un mème, c'est-à-dire d'une connaissance culturelle qui est transmise avec un haut potentiel de fidélité. Pourquoi? Quelle est la différence décisive entre les deux types d'expériences? La voici. L'héritage, dans l'expérience du dessin, est du style lamarckien, selon Lamarck. On l'appelle copier le produit. Dans l'expérience de l'origami, elle est plutôt darwinienne, copier les instructions. Dans l'expérience du dessin, le phénotype de chaque génération est aussi le génotype. Il est ce qui est transmis à la génération suivante. Dans l'expérience de l'origami, au contraire, ce qui est transmis à la génération suivante n'est pas le phénotype en papier, mais un ensemble d'instructions pour le fabriquer, comme pour les gènes. Les imperfections dans l'exécution des instructions ont pour conséquence des jonques imparfaites ou laides. Mais ce n'est pas elles qui seront transmises à la génération suivante. Elles ne sont pas mémétiques. Mais par contre, reproduire un objet, reproduire un dessin avec des instructions, comme on l'a vu avec l'exemple de l'origami, c'est quelque chose qui est mémétique. On pourrait presque considérer ces instructions comme des instructions numériques. Les instructions sont auto-normalisantes. Le code est un correcteur d'erreurs. Platon y prendrait plaisir. Ce qui est transmis à travers la rangée est une essence idéale de la jonque. Platon n'avait pas dit que des bêtises. Certaines idéalités sont vraiment stupéfiantes. Platon, sors de ce corps, sors de cette tête. Il est préférable de transmettre des mèmes de manière orale et précise, voire même de manière écrite. On peut en transmettre de plus long. Mais il faut voir que les mèmes peuvent se transmettre simplement par l'exemple. Un enfant japonais pourrait instruire un enfant anglais, bien qu'aucun des deux ne connaisse un mot de la langue de l'autre. De la même façon, un charpentier japonais pourrait communiquer ses compétences à un apprenti anglais tout aussi monolingue. L'apprenti ne copierait pas des erreurs manifestes. Si quelqu'un fait une construction, s'il se tape avec un marteau, l'apprenti ne va pas faire la même chose. Il comprendra que ce geste, il ne faut pas le faire. On mesure comme l'analogie est forte entre les mèmes et les gènes. Les mèmes peuvent se transmettre d'une façon quasiment génétique. Pour Dawkins, l'hérédité quasiment génétique du langage et des coutumes religieuses et traditionnelles va dans le même sens. Les gènes sont copiés et transmis de corps à corps de manière précise, mais certains sont transmis plus souvent que d'autres, par définition. Ils ont plus de succès. C'est cela, la sélection naturelle, et elle fournit une explication pour la plus grande partie des aspects intéressants et remarquables de la vie. Mais y a-t-il une sélection naturelle basée sur les mèmes? La théorie des mèmes a des adversaires. Alors les objections
les plus courantes sont au nombre de 3. La première, on l'a déjà vu, c'est de dire les mêmes ont une fidélité insuffisante lors de la copie. On ne comprend pas comment ils pourraient se copier de façon fidèle. La deuxième objection, c'est que personne ne sait vraiment ce qu'un mème est du point de vue physique. Et la troisième objection consiste à se demander quelle taille peut bien avoir un mème. Oui, vous allez comprendre. Pour comprendre cette dernière question, on peut prendre un exemple. La religion catholique consiste-t-elle en un mème unique? Ou alors, faudrait-il utiliser ce mot pour désigner plusieurs unités constitutives de la religion catholique ou une autre religion, par exemple, comme l'idée d'encens ou l'idée de transsubstantiation, ou des choses similaires. Ou alors même, le mème se trouverait-il quelque part au milieu de tout ça? Suzanne Blackmore, quant à elle, parle de memplex. Et elle nous met en appétit avec quelques vignettes fascinantes qui nous habituent au raisonnement mémétique. Pourquoi parlons-nous autant? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous arrêter de penser? Pourquoi des mélodies ridicules tournent dans notre tête et nous tourmentent jusqu'à l'insomnie? Dans chaque cas, Suzanne Blackmore commence sa réponse de la même manière. Imaginez un monde rempli de mèmes, et bien plus de mèmes que de foyers pour les accueillir. Quels mèmes auront plus de chances de trouver un foyer sûr et d'être transmis à nouveau? La réponse vient avec assez de facilité, et notre compréhension de nous-mêmes se trouve ainsi enrichie. Suzanne continue, avec patience et talent, en appliquant la même méthode à des problèmes plus profonds et plus ardus. À quoi sert le langage? Qu'est-ce qui nous attire vers nos partenaires sexuels? Pourquoi faisons-nous du bien aux autres? Les mêmes ont-ils piloté l'expansion rapide, massive et singulière du cerveau humain? C'est un assaut hardi sur les questions les plus abyssales de toutes. Qu'est-ce que le moi? Qui suis-je? Où suis-je? Qu'en est-il de la conscience, de la créativité ou de la prévoyance? Se pourrait-il que ce nouveau type de réplicateur darwinien nous regarde droit dans les yeux à cet instant même? C'est ici qu'entrerait en jeu le mème. Comme les gènes, les mèmes sont sélectionnés par rapport à l'arrière-fond d'autres mèmes dans le pool mémétique. Le résultat est qu'on trouve des bandes de mèmes mutuellement compatibles, des complexes de mèmes coadaptés ou memplex qui cohabitent dans les cerveaux individuels. Cela arrive non pas parce que la sélection les a choisis en tant que groupe, mais parce que chaque membre séparé du groupe a tendance à être favorisé lorsqu'il se trouve que son environnement est dominé par les autres. On peut voir exactement la même chose dans la sélection génétique. En analogie avec les complexes de mèmes coadaptés, les mèmes, sélectionnés par rapport à l'arrière-fond des uns et des autres, coopèrent, entre guillemets, dans des memplexes où chacun soutient l'autre. Coopératif à l'intérieur du memplex, mais hostile au memplex concurrent. Les religions sont peut-être les exemples de memplex les plus convaincants, mais en aucune façon, elles n'en sont les seules. Comme toujours, les analyses de Suzanne Blackmore sont provocatrices et révélatrices.